Pendant des décennies, les gens ont cru que Vivian Vance avait signé un contrat humiliant, la forçant à prendre du poids juste pour que Lucille Ball ait l'air plus mince. Mais la vérité, c'est qu'il s'agissait d'un mensonge. Lucille Ball avait inventé cette histoire pour plaisanter lors d'une soirée. D'une manière ou d'une autre, le monde y a cru pendant des années. Ce qui s'est réellement passé derrière les caméras est bien plus sombre. Vivian a enduré des luttes que personne ne pouvait voir. Elle se présentait au travail avec les yeux noirs. Elle méprisait tellement son partenaire que lorsqu'il est mort, elle a trinqué au champagne. Pendant des années, l'industrie a enterré ses vérités. Mais aujourd'hui, l'histoire que Vivian voulait faire connaître au monde entier est enfin révélée. Vivian Roberta Jones est née le 26 juillet 1909 à Cherryvale, au Kansas. Son enfance n'est pas placée sous le signe de la musique ou du rire, mais sous le signe d'une discipline méthodiste stricte et d'une mère pour qui jouer la comédie est un péché. Sa mère l'avait prévenu que monter sur scène l'enverrait directement en enfer. Vivian était la deuxième d'une famille de 6 enfants, mais dès le départ, elle s'est sentie exclue. Son goût naturel pour le spectacle se heurte aux croyances rigides de sa mère, et toute étincelle de créativité est rapidement étouffée. Pour sa mère, jouer la comédie n'était pas seulement mal vu, c'était méchant. Cette tension a créé une bataille constante à l'intérieur du foyer. L'esprit de Vivian essayait de s'élever, mais il était toujours repoussé vers le bas. Ce conflit l'a habité pendant des années. À l'âge de 6 ans, sa famille a déménagé à Independence, au Kansas, où sa flamme n'a fait que croître. Elle a commencé à se faufiler dehors la nuit, non pas pour faire des bêtises, mais pour la liberté. Elle aspirait à chanter, à danser, à se produire. À l'école, elle a finalement trouvé du soutien auprès d'un professeur d'art dramatique, Anna Engelman, qui lui a donné un espace sûr pour briller. Vivian devient pom-pom girl, participer à des concours de beauté et va même à l'école aux côtés de William Ing, qui deviendra plus tard un dramaturge renommé. Mais à la maison, rien ne change. Sa famille tente toujours d'écraser son esprit. Plus elle se produisait, plus sa mère la repoussait. Ses amis ont commencé à l'appeler Vive, un nom qui lui semblait plus léger, plus libre, moins lié à la vie qu'elle cherchait désespérément à fuir. Finalement, elle a fait le choix le plus audacieux, elle s'est débarrassée de son nom de famille. Vivian Jones est devenue Vivian Vance, empruntant Vance au folkloriste Vance Randolph. Peut-être se voyait-elle dans ces histoires sauvages indépendantes sans peur. En quittant le Kansas pour Tulsa, elle ne faisait pas que s'enfuir. Elle coupait les ponts. Elle n'est plus la fille de sa mère. Elle s'appartenait à elle-même. En 1930, à l'âge de 21 ans, elle monte sur la scène de l'Albuquerque Little Theater, dont elle est l'une des premières interprètes. Elle y joue à la fois une séductrice et une nonne de rôle qui reflète sa propre vie divisée. Ses performances étaient si puissantes que les habitants ont surnommé le théâtre Vivian Vance Playhouse. La communauté croit en son talent. Ils ont même organisé un spectacle de bienfaisance pour récolter de l'argent afin qu'elle puisse étudier l'art dramatique à New York. Dans une petite revue, elle chante « My Man » et devient une star locale. Tout ce qu'on lui avait dit de ne pas faire était soudain devenu la chose même qui définissait son avenir. Avec seulement $50 et une valise pleine de rêves, Vivian a pris le train pour New York. Le jour, elle est serveuse, la nuit, elle passe des auditions. Les refus sont constants. Les repas sont sautés pour économiser le ticket de métro, mais elle refuse d'abandonner. Enfin, en 1932, elle décroche un rôle de choriste dans Music in the Air, une comédie musicale de Broadway qui reste à l'affiche pendant 2 ans. Son heure est venue. Peu à peu, les gens ont commencé à remarquer sa façon de bouger, de prononcer ses répliques et surtout son humour. Petit à petit, la choriste devient quelqu'un d'autre. En 1937, elle est appelée à la dernière minute pour remplacer quelqu'un dans une pièce intitulée « Hooray for What ?» et elle finit par donner plus de 200 représentations. Cela l'a conduite à son plus grand rôle sur scène en 1941 lorsqu'elle a joué dans une comédie musicale à succès intitulée Let's Face It aux côtés de Danny Kaye et Dave Arden. Le spectacle compte 547 représentations
Et Viviane a enfin fait ses preuves. Mais le succès n'a pas effacé la douleur. Elle a continué à aller de l'avant même si cela lui faisait mal. Elle rejoint ensuite une autre émission, Over 21, qui l'emmène jusqu'en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle n'est plus en retrait. Elle est la star mais sa vie personnelle s'effondre. À 19 ans, elle a épousé un homme nommé Joseph Danik Jr., espérant que le mariage l'aiderait à s'échapper de son foyer strict. Ce ne fut pas le cas. Il a quitté la ville au bout de 3 ans et elle a de nouveau été abandonnée. Plus tard, en 1941, elle épousa un acteur nommé Philippe Aubert. Un mariage qui dura plus longtemps, mais qui fut encore plus douloureux. Aubert n'aimait pas que sa femme ait plus de succès que lui. Il est devenu violent. Il l'a battue. Il l'a fait se sentir petite. Même Lucille Ball, sa future costard, l'a vue et l'a dénoncée. Mais les dégâts sont profonds. Viviane a continué à jouer, mais à l'intérieur elle se brisait. En 1945, alors qu'elle est en tournée avec une pièce intitulée « The Voice of the Turtle », Viviane fait une dépression. Elle l'a décrite simplement, et avouons-le, j'ai craqué. Elle avait l'impression de perdre la tête, le poids de l'enfance, la pression de la célébrité, la douleur de son mariage, tout s'est effondré. Elle a entamé une thérapie et y s'est restée pendant des années. Elle s'est lentement reconstruite. Cette expérience l'a transformée. Elle a commencé à visiter des hôpitaux psychiatriques, non pas comme une célébrité, mais comme quelqu'un qui connaissait la douleur. Elle n'a pas essayé de guérir les gens. Elle leur a juste dit qu'ils n'étaient pas seuls. Elle a continué à jouer la comédie. Son plus grand succès sur scène était encore, avouons-le, de jouer la comédie. Mais derrière les applaudissements se cachent 1000 occasions manquées. Après une reprise de The Cradle Will Rock en 1947, elle s'installe en Californie pour tenter sa chance au cinéma. Cela n'a pas marché. Elle ne joue que dans 2 films, The Secret Fury en 1950 et The Blue Veil en 1951. Un producteur lui propose un numéro de striptease dans une comédie musicale. Elle refuse. Ce rôle a ensuite fait de Mary Martin une star. Elle a également perdu un rôle dans Carousel parce qu'un chorégraphe voulait la renvoyer dans le rôle de Revenge. Les échecs s'accumulent. Pourtant, elle n'abandonne pas. En 1951, un événement important s'est produit à la télévision. Une femme de 42 ans, Viviane Vance, est choisie pour incarner Ethel Mertz dans I Love Lucy. Pendant des décennies, les gens ont cru qu'elle avait signé un étrange contrat stipulant qu'elle devait prendre du poids 15 livres pour être exacte, afin que Lucille Ball ait l'air plus glamour en comparaison. Mais ce contrat n'a jamais existé. Ce n'était qu'une blague. Lucille l'a inventé pour s'amuser lors d'une soirée en écrivant des règles stupides comme prendre 5 livres chaque semaine et ne jamais être plus drôle qu'elle. Mais les gens l'ont pris au sérieux et le mensonge a perduré pendant des années. En réalité, le poids de Viviane a simplement évolué avec le temps. Elle essayait toujours de faire un régime. Et bien que Lucie ait pu vouloir être plus belle à ses côtés, il n'y a jamais eu de véritable contrat. Pourtant, ce mythe est devenu l'une des histoires les plus célèbres d'Hollywood. Viviane n'était pas une actrice inconnue avant I Love Lucy. Elle jouait à Broadway depuis la fin des années 1920. Elle a même remplacé la grande Ethel Merman dans 2 comédies musicales de Cole Porter. Au début des années 1940, elle avait ses propres premiers rôles. En 1951, elle jouait dans une pièce de théâtre à La Jolla en Californie, lorsque Desi Arnaz et le producteur Jess Oppenheimer l'ont vue sur scène. Ils l'engagent immédiatement, mais lorsque Lucie l'apprend, elle n'est pas contente. Elle a regardé Viviane et lui a dit « Tu ne peux pas jouer Ethel. Tu as mon âge, tu as la même couleur de cheveux, tu es trop belle. » Pour y remédier, l'équipe a fait porter à Viviane des vêtements trop serrés et l'a maquillée pour qu'elle ait l'air maladroite. Il voulait qu'elle ait l'air plus âgée et moins glamour pour que Lucie puisse briller. La première fois que Viviane a rencontré son mari à l'écran, William Frawley, elle ne savait pas qui il était. Elle s'est tournée vers Desi et a demandé « Qui est ce vieil homme là-bas ?» Et quand on lui a dit qu'il jouerait son mari, elle a ri et a dit qu'il ressemblait plutôt à son grand-père. Frawley a entendu cela et ne lui a jamais pardonné. Il l'a détesté dès le début.
Cette aversion n'a jamais disparu, et leur tension réelle est devenue partie intégrante de la série. Mais elle ne s'est pas seulement opposée à Frawley. Lucy et Vivian se disputaient aussi parfois. Pendant la grossesse de Lucy, elle a reproché à Vivian d'être en retard. Vivian a répliqué en disant quelque chose de si vif que Lucy n'a pu s'empêcher de rire. À partir de ce jour, elles se sont entendues comme partenaires de comédie. Leurs combats étaient peut-être réels, mais ils ont créé de la magie à l'écran. En février 1954, Vivian entre dans l'histoire. Elle devient la première femme à remporter l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a été récompensée pour son rôle d'Ethel en 1953, et ce prix a créé une toute nouvelle catégorie aux Emmy. Elle a prouvé l'importance des personnages secondaires. Vivian a été nominée 3 fois de plus en 1954, 1956 et 1957. Mais même avec le prix et la célébrité, elle se sent coincée. Après avoir été une star glamour de Broadway, tout le monde ne voyait plus en elle qu'Ethel la simple logeuse. L'Emmy a fait d'elle une légende, mais il l'a aussi enfermée dans un rôle dont elle craignait qu'il ne prenne jamais fin. L'argent est aussi devenu un combat. Dans la première saison, elle ne gagnait que $280 par semaine comme Frawley. Mais dès la 6e saison, elle gagnait $7 500 par semaine. Ce n'était pas de la chance. C'est parce qu'elle avait un agent solide qui exigeait une meilleure rémunération chaque année. À l'époque, il était rare que les femmes demandent plus d'argent, mais Vivian ne s'est pas contentée de cela. Lorsqu'elle a rejoint le Lucy Show en 1962, elle a demandé encore plus. Elle voulait que son nom soit mis en avant de meilleurs vêtements et avoir son mot à dire sur la façon dont les choses étaient faites. Elle connaissait sa valeur et n'avait pas peur de la prouver. L'une des scènes les plus appréciées de I Love Lucy s'est déroulée en 1952 dans la chocolaterie, lorsque Lucy et Ethel travaillaient sur un tapis roulant à remplir des chocolats. Tout le monde a ri en les voyant paniquer lorsque les chocolats ont accéléré. Mais en coulisses, ce n'était pas drôle du tout. La machine ne cessait de tomber en panne et d'accélérer de façon aléatoire. Vivian a dû manger du chocolat encore et encore pour chaque prise. À la fin, elle avait mal au ventre. Ce qui s'annonçait comme une pure comédie a eu un coup douloureux. La même année, Lucy a filmé le célèbre sketch de la publicité Vitamia Tuvegamine. Le sketch est hilarant. Lucy s'enivre d'un tonique et s'embrouille dans ses répliques. Mais ce n'était pas de la comédie. Le propre tonique était réel et contenait 23% d'alcool. L'équipe n'a pas réalisé à quel point il était fort. Lucy a dû avaler cuillère après cuillère, et lors des dernières prises, elle était vraiment ivre. Elle pouvait à peine se tenir droite, mais ces scènes sont devenues de l'or pour la télévision. Ils montrent que les débuts de la télévision ont parfois poussé les acteurs à des limites dangereuses. La victoire de Vivian aux Emmy Awards en 1953 représentait beaucoup pour elle. Mais au fond d'elle-même, elle souffrait. Elle a fait un beau discours remerciant Lucy pour son amitié et son soutien. Mais à l'intérieur, elle luttait contre le fait d'être toujours la deuxième meilleure. Elle avait du talent, de l'allure et une voix qui pouvait remplir un théâtre. Mais le monde n'a vu qu'Ethel. Elle a remporté l'Emmy à 44 ans, mais au lieu de nouvelles opportunités, elle a continué à obtenir le même type de rôle. Le prix qui l'a couronnée l'a également piégée. En 1954, Vivian a enfin pu montrer ses talents musicaux. Elle avait étudié l'opéra et sa voix pouvait rivaliser avec celle des stars de Broadway. Elle a beaucoup insisté pour que soient diffusés des épisodes consacrés à Ethel comme Ethel's Birthday, où elle a enfin pu chanter. Sa voix était belle, entraînée, puissante et pleine de grâce. Mais William Frawley se moquait d'elle dès qu'il en avait l'occasion, disant qu'elle ne savait pas chanter. Pourtant, les fans ont adoré ces épisodes. Pour une fois, Vivian a pu briller. C'était un aperçu de la star qu'elle était vraiment avant que le label Ethel ne prenne le dessus. En 1956, la célébrité devient effrayante. L'émission I Love Lucy est devenue un succès mondial et les fans commencent à franchir les frontières. Vivian recevait des milliers de lettres chaque semaine. Certaines étaient gentilles, d'autres étaient effrayants. Certains la suivaient en public.
Elle n'était pas protégée comme le sont les stars d'aujourd'hui. Elle a dû engager son propre service de sécurité pour se sentir en sécurité dans la rue. La célébrité qui lui a apporté la fortune lui a aussi apporté la peur. La télévision lui a donné l'impression d'être une famille pour des millions d'étrangers, et tous ne savent pas où se trouve la limite. La haine entre Vivian et Frawley ne cesse de croître. Lors de la première diffusion de la série, le 15 octobre 1951, elle avait déjà plaisanté sur le fait qu'il devait jouer le rôle de son père. Il était 64, elle avait 39 ans, et s'est sentie humiliée d'avoir été choisie pour jouer le rôle de sa femme. Il l'a entendue parler et s'est vengé en la traitant de sac de poignée de porte pendant les répétitions. Desi Arnaz écrira plus tard que Frawley détestait sa voix et détestait travailler avec elle. Leur aversion réciproque n'était pas cachée. Elle remplissait le studio. En 1953, les choses ont empiré. La consommation d'alcool de Frawley est devenue incontrôlable. Il était ivre la plupart du temps sur le plateau et devait garder ses mains dans ses poches pour cacher ses tremblements. Il refuse d'écouter les directeurs et s'enferme dans sa loge pendant les combats. Vivian n'en peut plus. Elle réclame des loges séparées. Desi a dû les empêcher de quitter complètement le plateau. À partir de ce moment-là, ils s'évitent autant que possible hors caméra. En 1955, les studios Desilu proposent aux deux acteurs une série dérivée sur Fred et Ethel. Cela aurait pu les rendre tous les deux riches. Frawley a tout de suite accepté, mais Vivian a refusé. Elle ne voulait plus jamais travailler avec lui. Elle a déclaré au producteur qu'elle ne pensait pas que l'émission fonctionnerait sans Lucy et Ricky. Son refus a choqué tout le monde. Hollywood a qualifié leur alchimie d'or même si elle provenait de la haine. Mais Vivian a préféré la paix au profit. Sa haine était plus forte que sa soif de gloire. Puis vint le dernier chapitre. Le 3 mars 1966. William Frawley meurt d'une crise cardiaque sur Hollywood Boulevard. Ce soir-là, Vivian est à un dîner. Lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas fait de pause. Au lieu de cela, elle a levé son verre et a dit « Du champagne pour tout le monde ». Ce n'était pas une blague, c'était une fête. Elle n'est pas allée à son enterrement. Elle n'a pas envoyé de fleurs. Elle n'a pas dit un seul mot gentil. Leur querelle qui avait commencé en 1951 ne s'est terminée qu'à sa mort. Et même là, elle n'a pas vraiment pris fin. Elle s'est tout simplement arrêtée. Lucille Ball, qui avait toujours contrôlé les moindres détails sur le plateau, se heurtait constamment à Vivian. Elles étaient les chouchous des Américains depuis 1951, mais elle luttait désormais pour un espace créatif. Vivian se sentait étouffée. Au bout de 3 ans, elle a fait un choix déchirant. Elle s'en est allée. En 1965, à l'apogée de son second succès télévisé, elle quitte la série, laissant tout le monde sous le choc. Elle ne renonce pas seulement à un rôle. Elle renonce à la sécurité, à la célébrité et à la possibilité de réécrire son image. Juste avant tout cela, entre 1960 et 1962, elle avait fait des apparitions en tant qu'invitée dans The Red Skelton Hour. Dans un sketch intitulé The Iceman Goat, diffusé en février 1962, elle jouait le rôle de Clara Appleby, un personnage vif et drôle, qui prouvait que Vivian n'avait pas besoin de Lucy pour faire rire. Elle est également apparue dans les prédictions d'Appleby en 1960. Ses rôles lui ont permis de prouver quelque chose d'important pour elle-même et pour l'industrie. Elle avait de l'envergure. Elle pouvait se débrouiller seule. Des millions de personnes l'ont regardée beaucoup, réalisant pour la première fois qu'elle était plus qu'Ethel de l'appartement des Mertz. Mais tous les chapitres n'ont pas été applaudis. En 1966, elle tente de revenir à Broadway dans Don't Drink the Water de Woody Allen. C'était censé être son retour sur le devant de la scène. Au lieu de cela, il s'est transformé en un désastre public. Elle a été renvoyée dès les premières avant-premières et remplacée par une autre actrice. Woody Allen lui-même a admis qu'elle n'était pas faite pour le rôle, mais cela n'a pas facilité les choses. Le rejet s'est produit devant les critiques et les pairs. La pièce a ensuite été jouée à New York le 17 novembre 1966 et a tenu l'affiche pendant 598 représentations sans elle. Cet échec
l'a profondément marquée. Une fois de plus, elle était enfermée dans son ancien rôle, coincée dans celui d'Ethel pour toujours. Chaque fois qu'elle s'éloignait de Lucie, elle avait l'impression de s'enfoncer davantage dans le chagrin d'amour. Dans les années 1970, Vivian a troqué la scène et les sitcoms pour quelque chose de plus stable mais de moins glamour. Elle est devenue le visage joyeux des publicités pour le café Maxwell House, incarnant un personnage nommé Maxine. Dans l'une des publicités les plus connues, datant d'environ 1976, elle distribue du café en souriant et en disant « Ce pourrait être le meilleur moment de votre journée ». Ces publicités étaient confortables et familières, et elle les faisait bien. Mais au fond d'elle-même, elle savait ce qu'elles signifiaient. L'époque où elle cherchait des rôles dramatiques était révolue. Après avoir remporté le tout premier Emmy Award de l'actrice dans un second rôle en 1953, elle s'efforce à présent de rester visible. Aux côtés de Margaret Hamilton, plus connue sous le nom de la méchante sorcière, elles semblaient toutes deux prises au piège du même destin, aimées pour un rôle oublié pour tout le reste. En 1977, il s'est passé quelque chose de magnifique. Lucille Ball l'invite à tourner une émission spéciale de la chaîne CBS intitulée Lucy Calls the President. Vivian a de nouveau joué le rôle de la voisine. Pour beaucoup de téléspectateurs, il s'agissait simplement de douces retrouvailles. Mais peu savaient que Vivian avait été victime d'une attaque cérébrale pendant le tournage. Elle a essayé de le cacher, et à l'écran, elle ressemblait toujours à l'ancienne Vive. Charmante, drôle, charmante. Mais la vérité était cruelle. Elle était malade. Cette émission spéciale sera son avant-dernière apparition. Sa dernière apparition a eu lieu dans une série éphémère intitulée Sam with Mark Harmon. En coulisses, elle luttait contre quelque chose de bien pire qu'une faible audience. Elle était atteinte d'un cancer du sein avec lequel elle vivait depuis des années. L'histoire de Vivian ne se résume pas à la célébrité et à la comédie. Il s'agit d'un déchirement, d'une résilience et d'une douleur que la plupart des gens ne voient jamais. Son premier mariage en 1933 avait été un cauchemar. Joseph Danick était dangereusement jaloux et 2 ans plus tard, elle a dû se réfugier dans un refuge pour femmes afin d'échapper à ses abus. Elle a gardé ce secret pendant des décennies, mais il a influencé tout ce qui s'est passé par la suite. Elle a commencé à craindre les hommes, son anxiété s'est accrue, et malheureusement, le schéma s'est répété. Son second mari, Philippe Aubert, lui a apporté encore plus de souffrance. En 1954, lors du tournage de I Love Lucy, il la frappe si violemment qu'elle arrive au travail avec un œil au beurre noir. Le maquillage n'a pas réussi à le cacher. Lucille Ball l'a vu et a explosé de colère. « Si tu ne divorces pas, je le ferai. » Pour toi, lui dit-elle. Mais rien ne pouvait effacer les dégâts. La carrière d'Aubert est en train de sombrer tandis que la sienne est en pleine ascension et sa jalousie devient violente. Desi Arnaz a beau lui donner de petits rôles dans la série pour calmer le jeu, il n'en est que plus furieux. Vivian est coincée, terrifiée et épuisée. Le coût émotionnel de toute cette douleur ne cesse de croître. Elle fait sa première dépression nerveuse en 1945, alors qu'elle est en tournée pour une pièce de théâtre. Dans les années qui ont suivi, on lui a diagnostiqué une névrose d'angoisse enracinée dans son enfance et ses relations toxiques. Il est fait mention d'une seconde dépression en 1974 si grave qu'elle a peut-être dû subir des électrochocs, mais les détails exacts sont rares. Ce qui est clair, c'est qu'elle a lutté toute sa vie contre la maladie mentale bien avant que les gens n'en parlent ouvertement. À une époque où la santé mentale était un sujet tabou, elle est devenue discrètement la voix de ceux qui souffraient. Son plus grand chagrin, cependant, est une chose dont elle parle rarement, son incapacité à avoir des enfants. Elle a fait une fausse couche au début de son mariage avec Aubert, et après cela, rien n'a fonctionné. Chaque tentative ratée la brisait un peu plus. Regardez Lucille Ball élever ses propres enfants. Lucy et Daisy Junior rendaient les choses plus difficiles. Vivian les aimait comme ses propres enfants. Elle a essayé de combler ce vide en encadrant de jeunes actrices,
en leur donnant l'attention qu'elle ne pouvait pas donner à ses propres enfants. Mais à l'intérieur, elle n'a jamais cessé d'avoir le sentiment d'avoir échoué. En 1973, son combat contre le cancer du sein a commencé. Elle subit une mastectomie, une chimiothérapie et plus tard des interventions chirurgicales car le cancer s'est propagé à ses os. Elle ne laissait pas les gens voir sa douleur. À l'extérieur, elle souriait, travaillait, plaisantait. Mais derrière les portes closes, elle était à l'agonie. Elle a continué à avancer malgré tout. Même ses amis proches n'ont réalisé la gravité de son état que lorsqu'il était trop tard. Elle n'a jamais voulu de pitié. Elle voulait simplement vivre dans la dignité. Même son apparence dans I Love Lucy avait été une forme discrète de souffrance. Dans des interviews datant de 1977, elle a révélé qu'elle était obligée de rester plus lourde qu'elle ne le souhaitait simplement pour que Lucy ait l'air plus mince. On lui fait porter des vêtements laids et du mauvais maquillage, tout cela pour conserver l'image de la femme au foyer mal fagotée. Elle détestait cela. Hors écran, elle était stylée et élégante, mais la série ne laissait pas transparaître cette version d'elle. La pression l'a ébranlée, et elle a eu besoin d'une thérapie pour pouvoir tourner. Dans les années 1930, elle avait été diagnostiquée à tort comme souffrant de la paralysie de Bell, une partie de son visage s'étant paralysée. Des années plus tard, elle fera le lien avec son traumatisme d'enfance. Il ne s'agit pas seulement d'une maladie physique, mais d'une réaction du corps à une douleur émotionnelle. Elle est devenue très gênée par son visage, par son apparence, par la façon dont on la voyait. Cette insécurité ne l'a jamais quittée. On lui a offert des millions pour poursuivre l'histoire de Fred et Ethel dans une nouvelle série après la fin de I Love Lucy. William Frawley était prêt, mais pas elle. Elle le détestait. Leur relation était toxique depuis le premier jour. Il buvait trop, et elle a fait une fois un commentaire sur son âge, 22 ans de plus qu'elle, et il ne lui a jamais pardonné. Lorsque CBS lui a proposé une série dérivée, elle s'est retirée de tout cela. Aucune somme d'argent ne valait la peine d'être à nouveau près de lui. Dans ses derniers jours, quelques semaines avant sa mort, Lucille Ball lui rendit visite. Vivian séjournait dans une maison à Belvedere. Paige Peterson, une jeune femme vivant à proximité, les a regardés passer tout l'après-midi ensemble. Elles ont ri, elles ont pleuré. Lorsque Lucy est partie, elle était en larmes. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste éloignée brisée. Lucy Arnaz, la fille de Lucy, a déclaré plus tard que sa mère avait pleuré la perte de Vivian pendant des mois. Elles s'étaient battues certes, mais en fin de compte, elles étaient des âmes sœurs dans la comédie, liées par quelque chose de plus profond que la célébrité. Avant de mourir le 17 août 1979, Vivian Vance a dicté une série de lettres exposant la façon dont l'industrie l'avait toujours traitée. Elle voulait être réalisatrice, mais les producteurs lui ont dit que ce n'était pas une vie de femme. Ils l'ont bloquée à chaque instant. Ces lettres n'étaient pas seulement des mots d'adieu. Elles étaient un dernier cri contre les murs qu'elle avait combattus toute sa vie.